tous d'être malgré les éventuelles difficultés de connexion. Donc, cette réunion, elle a été suggérée progressivement à partir de discussions qu'on a eues en début d'année au GEMDEV. Donc, vous avez dû avoir des échos où vous étiez en copie, notamment Jean-Jacques l'a rappelé, où il va le rappeler, les questions d'ouverture de master sur le développement. Et c'est poser une question plus large, dans un premier temps, qui était effectivement celle de la des étudiants et des équipes d'enseignement sur les formations de développement et leur éventuelle perte de vitesse, voire disparition. Il y a des constats de long terme, de moyen terme qu'on peut faire là-dessus, le nombre de masters intitulés développement qui est quand même beaucoup diminué, et puis la question effectivement des effectifs étudiants et de leur évolution. Donc là, je pense que chacun a directement dans son réseau un vécu et des éléments à apporter là-dessus, parce que individuellement, c'est très compliqué. On a du mal à avoir une vision à peu près correcte d'ensemble des choses. Donc ça, c'était la question initiale, mais en fait, elle s'articule bien sûr à une question de fond qui avait aussi été évoquée à plusieurs reprises, notamment par Denis Pech, Michel, et dans le cadre des travaux du GEMDEV, sur effectivement la notion de développement, la question du développement, début 21e siècle, hein, sa pertinence, sa définition, son champ, et éventuellement sa disparition, puisque si on n'est pas très optimiste comme on a pu l'être un peu en début de réunion, on constate plutôt que c'est un terme clé qui sort de plus en plus du champ de la réflexion, remplacé, ou pas forcément remplacé, mais auquel on substitue d'autres termes, mais qui sont en fait des notions assez différentes. Donc en fait, il y a ces deux éléments de discussion qu'on voulait, disons, manipuler et travailler un peu collectivement, sans encore avoir d'idée très précise sur la finalité, où est-ce que ça nous mène. Donc là, on est vraiment dans une réunion qui a une vocation d'initialisation d'une réflexion. Hein, c'est pour ça que c'est plus une approche, disons, une brainstorming que finalisée. On verra ensuite ce qu'on peut en faire, et avec les collègues qui auraient souhaité être là, mais qui n'ont pas pu participer. Donc, on a dû un peu retarder aussi ce lancement pour différentes raisons d'agenda. En fait, donc, on ouvre sur deux questions. On a à l'ordre du jour deux questions à lesquelles on ne va pas forcément apporter de réponse immédiate, mais qui sont bien sûr liées, mais qui quand même portent sur des enjeux différents. Alors, ça n'est pas au même niveau. Il y a un enjeu qui est effectivement les formations, la poursuite de l'enseignement sur le développement, et en particulier sur l'économie du développement, mais pas seulement, les études de développement au sens large. Et puis, encore une fois, le deuxième point plus profond, entre guillemets, enfin, qui peut nous amener à des profondeurs assez importantes, c'est la question du développement, la notion de développement, sa pertinence, son adhérence, ou son obsolescence, bon là je vais un peu vite, dans la période actuelle, et vers quoi ça peut nous amener en termes d'alternatives, ou comme autre direction en tout cas. Voilà, c'est un peu ce qu'on voulait faire. Donc là, la réunion, on l'a programmée jusqu'à 15h30. Je ne sais pas si vous avez reçu les messages d'ajustement et de précision qui sont arrivés un peu tard. Et ce qu'on souhaitait faire dans un premier temps, c'est ce qui a été d'ailleurs initié par Stéphanie, c'était faire un petit tour d'horizon sur votre perception de l'évolution des études de développement, de l'intérêt des étudiants ou des équipes enseignantes. Comment est-ce que vous sentez ça? Est-ce qu'effectivement, je ne sais pas si vous avez eu le temps de lire les messages de Jean-Jacques à propos de la non-ouverture du master développement à Sciences Po. Est-ce que ça reflète une tendance que vous ressentez, ou est-ce que ça vous semble être un phénomène particulier spécifique à une institution, ou est-ce que c'est plutôt une tendance nette? Ça, c'est le premier point. Et ensuite, je pense qu'on pourra poursuivre sur les questions plus de fond. Juste un point d'ordre. On fait ça en deux temps, donc. L'idée, c'est de démarrer en faisant un tour de table sur la perception effectivement des uns et des autres, de l'adhérence et de l'intérêt des étudiants pour les questions de développement, des étudiants pédagogiques. Donc, on fait bien deux temps bien séparés. Ensuite, on verra comment la discussion évolue, mais en tout cas, on démarre comme ça. Oui. D'accord. A priori, donc, je laisse la parole à qui veut la prendre sur cette question-là. On s'inscrit comment? On met la petite main ou...
Vas-y, on n'est pas très nombreux, donc je pense qu'on Oui, prend la vas-y, parole alternativement. Hein. Pas la peine d'être très formel à ce stade-là. Bon, ben moi, je peux commencer, mais j'ai déjà Vas-y. dit quelque chose et je pense que la plupart des participants actuels étaient déjà arrivés. Voilà, donc moi, je ne suis pas dans un master qui traiterait du développement de près ou de loin. Je fais par contre la préparation au CAPES de SES, des futurs enseignants donc, de SES, et j'ai constaté donc que d'une part, le programme des lycées de SES donc, a fait disparaître le développement avec bien d'autres choses. Hein. Il n'y a plus non plus la consommation, il n'y a plus le système monétaire international, enfin, il y a plein d'autres choses qui ont disparu. Et une approche, disons, plus micro, plus standard, enfin bon, bref, plein de dérives, je dirais, qu'ont dénoncé les enseignants de SES à travers l'APSES, leur association très largement majoritaire. Donc, le développement a disparu. Il reste un soi-disant développement durable, mais réduit à l'économie de l'environnement. Donc ça, c'est en premier temps ce qui s'est passé dans les lycées et l'effet sur les concours de l'enseignement. Alors, je ne sais pas bien ce qu'il en est de l'agrégation, mais je pense que c'est à peu près pareil. Sur le CAPES, c'est que la réforme récente a rétracté le programme du concours sur ce programme des lycées, alors qu'auparavant, il incluait aussi le programme des classes prépa. Et donc, il n'y a non plus du tout de développement non plus. Et un développement durable également réduit à l'environnement. Donc, des étudiants qui, par ailleurs, alors, ne sont pas tous économistes, hein, beaucoup viennent de sociologie ou de sciences politiques, et n'ont donc jamais rencontré le développement dans leurs études antérieures. Et a fortiori, ceux qui viennent d'économie, c'est encore pire, je dirais. Bon, moi, pour aller un peu dans ce sens-là… Vas-y, Jean-Jacques, et ensuite, oui, Merdad. pour aller un peu dans ce sens-là, nous, on a été frappés avec Vincent, la chute des étudiants inscrits à Sciences Po dans notre cours qui fonctionnait vraiment très bien. Mais ce qui m'a marqué, c'est qu'en discutant avec la responsable de ce master, elle nous a dit qu'il y avait un truc qui intéressait les étudiants, c'était les questions environnementales, les questions de changement climatique, et que là, il y avait un engouement. Mais les enseignements qui constituaient ce qu'ils appellent à Sciences Po la concentration Afrique, l'a chuté de moitié, c'est passé de 120 étudiants à 60, puis un désintérêt extrêmement fort. Alors, c'est là où je me suis dit, mais est-ce que c'est vraiment un signe, cette désaffection qui est générale en France ou pas? Et en testant auprès des uns et des autres, ça semble être le cas, mais ce sont que des petites touches. Ce ne sont pas du tout des vraies tendances que je pourrais observer fortes. Voilà. Donc, ce qui m'a… Bon, pourquoi est-ce que je raccroche à ce que vient de dire Stéphanie? C'est que les étudiants ne disent pas on veut faire axer plus sur les questions de durabilité des processus. Non, c'est comprendre, c'est vraiment qu'est-ce qui touche à l'environnement, qu'est-ce qui touche au changement climatique. C'est une réduction par rapport à cette approche durabilité. Mais je me disais, c'est ce que j'ai écrit dans ma petite note, si on voulait avoir une idée un petit peu plus exhaustive pour comprendre pourquoi est-ce que la demande diminue, est-ce que ça vient d'une offre qui diminue, enfin bon, analyser tout ça, est-ce qu'il ne faudrait pas mettre un étudiant en stage là-dessus, de master, pour vraiment affiner la question, comme on avait fait avec Vincent, mais il y a 15 ans, hein, de ça. Donc, et c'était vraiment très intéressant à l'époque d'avoir cette image. Bon, voilà. Mais qui n'était pas à l'époque en termes de régression et de perte d'intérêt. C'était pour avoir simplement une analyse statique de ce qui se passait. Et là, il faudrait avoir une analyse un petit peu plus dynamique. Voilà. Mais après, je laisse la parole aux autres pour savoir qu'est-ce qui se passe dans d'autres masters pour voir si c'est… Voilà. Je crois qu'il y avait Merdad et ensuite Jean. Merdad, si tu veux. Donc, je veux un petit peu compléter l'image qu'a donnée Stéphanie à Jean-Jacques par rapport à l'histoire de l'enseignement de développement en rapportant mes expériences à Paris Vite puis à Paris 13. Donc, à Paris Vite, je peux dire qu'on n'a pas commencé par un abandon de la part des étudiants. Ça commençait d'abord parmi les enseignants. Donc, c'est plutôt côté l'offre que la demande qui a devancé
en fait, le départ. Paris Vite, avec un département où était piloté par Michel Beau, donc clairement pour le développement, Pierre Salama et aussi Samir Amin, et les gens comme Hector Guillain-Romo qui étaient dedans. À partir de 2009-2010, on n'a plus assuré des cours en économie de développement. Le dernier Mohican, c'était Hector Guillain-Romo. Son cours a été supprimé en 2012. Et c'était bien avant le désert des étudiants où la question encore à Paris Vite, avec plus de 4/5 des étudiants qui viennent de l'étranger ou qui sont dans le bassin de 93, qui aiment beaucoup le développement, mais l'offre n'était pas présente. Donc, j'aimerais bien souligner ce point que le thème développement n'est pas tellement attirant pour les enseignants ou le changement parmi, au moins dans le département de l'économie, avant que ça se traduise par un abandon de la part des étudiants au choix. Ensuite, à Paris 13, j'ai été retenu sur un poste quelque part, en fait, sur un programme suite à Pierre Salama. D'accord? Donc, dans le département pour les recherches économiques, 4 de mes étudiants travaillent sur le thème développement, mais le développement est très absent. Et moi, je pilote un master, en fait, copilote un master avec un collègue sur les pays émergents, commerce, politique commerciale avec les pays émergents. Donc, le mot pays émergent connaît de succès chez les étudiants parce qu'il a des applications directes, c'est-à-dire vous pouvez vendre le développement tout simplement si on rebaptise en termes de pays émergents. D'accord? Et donc, les étudiants en fait, de notre formation, 95% ont leur boulot après la sortie de cette formation. On parle de développement, mais on le vend sous d'autres étiquettes. D'accord? Donc, pour dire que ce n'est pas la même chose, et même s'il y a nettement, en fait, il y a une tendance claire chez les étudiants en doctorat pour faire la recherche en développement, mais il faut comment dirais-je, l'encadrer et ça. Donc, simplement, je voulais dire que peut-être les deux côtés doivent être recherchés, demande et aussi l'offre. Merci, Mehrdad. Jean, je crois que tu voulais intervenir. Ouais, merci Marc. Avec ce qui vient d'être dit, du coup, j'ai plein d'autres choses à dire. Ça sera un peu brouillon. Sur ce que disait Jean-Jacques, sur l'environnement et le développement. Alors, moi, j'ai un public particulier par rapport au vôtre, donc ce sont des juristes. Et si je regarde un peu les lettres de motivation pour le master droits africains, effectivement, personne ne se dit intéressé par le développement. En revanche, l'environnement, oui. La protection de l'environnement, et sinon, de toute façon, ce sont des juristes, c'est essentiellement le droit des affaires, donc de l'économie, mais pas celle du développement. Et voilà, ils rêvent tous de faire du droit au WADA, et l'essentiel des candidatures, c'est ça. Sur ce qu'a dit Mehrdad aussi sur l'offre, alors en droit, c'est évident, hein, en droit, il y a eu un très grand engouement sur le développement, notamment à l'époque du nouvel ordre et de la revendication pour un nouvel ordre économique international. Aujourd'hui, plus personne ne s'y intéresse. On a une collègue qui a écrit 2 livres dessus, mais sinon, plus personne ne traite de la question en droit. C'est considéré comme périmé. Le droit au développement, le droit du développement, ça n'a pas marché. Tout a été repris par l'agenda libéral, néolibéral ou ordolibéral. Le développement, c'est complètement passé de mode. Alors, je reviens donc sur… alors, nous, en même temps, hein, je dis j'ai peu de demandes en développement, mais parce qu'en fait, il apparaît dans notre maquette, mais en fait, il y a une matière qui s'appelle droit foncier et politique de développement. Et d'ailleurs, c'est moi qui assure la partie politique de développement. J'avais invité Jean-Jacques, d'ailleurs, 2 ans de suite. Ça les intéresse, hein, mais effectivement, personne ne candidate à ce master pour faire du développement. Et à propos de la désaffection sur les Suds ou sur l'Afrique, c'est intéressant ce qu'a dit Jean-Jacques, parce qu'en fait, je me suis aperçu cette année, j'étais très étonné,
je n'ai aucun toubab dans ma promotion. Ça faisait des années que j'avais un bon équilibre avec des Africains d'Afrique subsaharienne, des Maghrébins et des Franco-Français. Cette année, j'en ai pas eu et je me posais la question. Alors peut-être cela rejoint le constat dont a fait part Jean-Jacques tout à l'heure, que l'Afrique attirerait moins. Il faudra peut-être attendre l'année prochaine pour savoir si… alors j'aurais dû regarder un nombre de candidatures. Ça se trouve, j'ai refusé les Franco-Français parce que leur dossier n'était pas suffisamment bon. Mais cette année, exceptionnellement, effectivement, aucune de nos têtes blondes dans la promotion. Voilà, c'est un peu en vrac. Ça n'est pas du tout articulé et je n'ai pas de vraie réflexion derrière ces constats. Non, merci Jean, mais de toute façon, là, c'était l'idée, hein, c'était justement de balancer un peu son vécu avec un degré d'analyse éventuellement limité, c'est pas grave, mais qu'on comprenne un peu ce qui se passe ailleurs. Corinne, allez-y. Bonjour. Donc, je pense que vous me connaissez moins, à part Jean-Jacques Gabas, qui me connaît bien, mais je suis Corinne Lajarge, donc je suis directrice des études au CIEDEL à Lyon. Alors, je vais intervenir aussi un petit peu en vrac, parce qu'on n'a pas non plus une réflexion très structurée sur la question, mais elle nous intéresse beaucoup. Alors, j'interviens au titre du CIEDEL à Sciences Po, dans un master qui s'appelle DIPSI, développement, ingénierie de projet, coopération internationale. Alors là, moi, je constate l'inverse de vous, c'est-à-dire que Sciences Po a ouvert cette année, donc c'était un master qui jusqu'à présent avait une vingtaine d'étudiants. Cette année, ils ont ouvert une section Afrique et une section Moyen-Orient, donc il y a 40 étudiants. J'interviens à Paris 1, donc j'ai vu que Stéphanie faisait passer un message où elle disait qu'elle n'était pas tout à fait d'accord avec les constats et qu'il y avait beaucoup d'étudiants présents, donc moi je constate aussi la même chose. Alors après, je peux parler de ce qu'on vit nous au CIEDEL. Donc nous, on a une approche du développement par le développement local. Ça ne veut pas dire qu'on ne pense pas le développement dans l'articulation des échelles de territoire, bien sûr, hein, on n'est pas enfermé dans le local. Nous, on a été très, très, très surpris en 2021, l'année dernière, parce qu'on pensait qu'avec les problèmes de Covid, on allait voir nos étudiants chuter. Alors, on a beaucoup d'étudiants qui viennent de l'étranger. La particularité de nos étudiants, c'est que c'est des professionnels, hein, donc on est dans le champ de la formation professionnelle, mais niveau Bac+5. Et en fait, on a au contraire jamais eu autant de demandes. On a beaucoup d'études, enfin, alors on n'a pas des grosses promotions, hein, c'est une promotion de 25, mais cette année, à nouveau, pour cette deuxième année de suite, on a bien rempli la promotion. Et moi, j'étais assez touchée par le texte de Jean-Pierre Olivier de Sardan, parce que je retrouve dans ce qu'il écrit dans la dernière page la description, quand il parle des experts contextuels. Ben voilà le profil de nos étudiants. J'ai jamais lu quelque chose d'aussi clair sur le profil des étudiants du CIEDEL. Et je peux dire que on a, alors pas cette année, mais les années précédentes, on avait presque un quart de nos étudiants qui étaient des Français. Alors je redis que nos étudiants, c'est plutôt la moyenne d'âge, c'est plutôt 35 ans, hein, donc c'est loin du profil de ceux que vous avez vous. Mais néanmoins, il y a un vrai intérêt de la part de ces publics et il y a un vrai besoin de formation. Si je m'attache à ce que décrit Jean-Pierre Olivier de Sardan dans son texte. Et puis peut-être une dernière chose que je voulais dire, moi je suis confrontée tout le temps avec nos étudiants dont certains ont un bagage vraiment intellectuel très poussé, à la difficulté qu'ils ont de poursuivre dans la recherche. Et peut-être que le lien avec la désertion… Enfin, après, moi, je ne suis pas assez ancrée dans le monde académique, vous l'êtes mieux que moi pour le dire, mais moi, je suis confrontée chaque année des étudiants qui, certes, sont arrivés par le CIEDEL, mais qui aimeraient vraiment faire de la recherche et qui ne trouvent pas de labo de rattachement. Et du coup, ils partent ailleurs. Et donc, effectivement, après, on a moins de collègues qui peuvent travailler ces questions et faire de la recherche académique sur les questions de développement.
Mais de la recherche en sciences politiques plutôt ou... Oui, ça dépend selon. Oui, mais plutôt en sciences politiques, mais ça peut. On avait un des meilleurs experts de la décentralisation à Madagascar. Ça faisait 25 ans qu'il travaillait sur le sujet. J'ai jamais pu lui faire trouver attache dans un labo. Et on l'a malheureusement perdu à cause du Covid l'année dernière. C'était un gars brillant qui pouvait amener. Voilà. Voilà ce que je peux dire, même si effectivement je sais qu'on a un positionnement un peu à part, mais Merci beaucoup. Marc, je crois que tu voulais parler. Oui, merci. Peut-être donner aussi quelques infos par rapport au master qui est porté par le CEPED. Moi, je n'y interviens plus là depuis un an, mais du coup, je viens d'ouvrir la nouvelle plaquette. Donc, le CEPED, qui est l'UMR, Centre Population Développement, qui associe l'ex-Paris Descartes et l'IRD. Et donc, on a le CEPED porte un master sciences sociales, parcours, population et développement. Donc, le terme développement est affiché. Bon, il continue d'attirer du monde. En tout cas, il n'est pas en perte de vitesse. Donc, très rapidement, ce master, il propose dans une perspective vraiment pluridisciplinaire, mais ça renvoie essentiellement à 3 disciplines, anthropo, socio et démographie. Pas de géographie ni d'économie. Et donc une perspective pluridisciplinaire à l'analyse des problématiques actuelles du développement dans 3 domaines, la santé, l'immigration et l'éducation. Mais avec quand même je vois ça, des modules là, qui visent à l'apprentissage par les étudiants, là, je cite, de savoir-faire professionnel indispensable et l'exercice du métier d'expert en population et développement, comme par exemple le montage, le management de projets de développement, l'élaboration d'une stratégie de suivi, évaluation, production d'indicateurs permettant d'orienter et d'évaluer les actions de développement, etc. Voilà, donc voilà, je voulais juste partager avec vous donc, les infos sur le master. Et en termes d'effectifs, tu sais un peu comment ça évolue? Je crois que c'est autour d'une vingtaine. Hein. Je n'ai pas le chiffre là pour cette année. Pas de déclin pas grand, quoi. Non, je ne crois pas. Non. Je pourrais ça me faire confirmer auprès des collègues, mais je ne pense pas. Non. Et de ce que je me souviens quand j'y intervenais encore, c'était au niveau du profil des étudiants, c'était assez diversifié. Et, je ne crois pas me souvenir, alors, je ne sais pas si ça a changé, qu'il y ait de prisme africain. Il y avait aussi pas mal d'étudiants sur l'Amérique latine, un peu sur l'Asie. Ça débordait très largement le cadre africain. Sinon, juste une petite question par rapport au terme de développement et dans l'évolution des intitulés, des intérêts a été évoqué, bon, les intérêts croissants des étudiants pour les questions de changement climatique, où Merda nous parlait plutôt de l'affichage des pays émergents. Est-ce que aussi les problématiques de développement ne seraient pas abordées aussi, par exemple, à travers des nouvelles appellations qui renverraient à des termes comme globalisation ou surtout la mondialisation? Est-ce que le terme mondialisation est apparu dans des intitulés de master? Voilà, c'est le premier partage. Merci Marc, là tu débordes sur le 2e point déjà, mais c'est normal, c'est le but du jeu. Ça, je crois que Marie, tu voulais y aller. Peut-être juste, si on fait un petit tour de table. Donc, au CIRAD, en fait, le terme développement, il est essentiellement associé maintenant à développement durable, développement agricole, développement rural. Alors, évidemment, nous, on reçoit des étudiants, mais plus en thèse ou en master, ce n'est pas tout à fait la même chose, on ne peut pas comptabiliser. Et dans l'unité ARDEV, il y a quand même, qui est donc l'unité acteurs et ressources territoires dans le développement, que Jean-Jacques connaît bien et tu pourras mieux en parler que moi, probablement, il y a quand même un axe qui est sur les modèles de développement et fabrique des alternatives.
Donc voilà, l'unité se pose quand même depuis un moment ces questions sur le développement et son avenir et voilà ce qui se passe. Donc, mais évidemment, en termes quantitatifs, on ne peut pas dire grand-chose, contrairement aux universités qui accueillent des étudiants. Merci. Qui d'autre? Sinon, je peux faire un petit témoignage rapide, mais je laisse la parole si Michel, tu voulais intervenir ou Jean-Jacques? Michel, vas-y. Je pense qu'un numérique n'est pas le mieux placé pour intervenir sur le comportement actuel des étudiants. Si on veut faire de l'histoire, là, on est partant, enfin, je suis partant autant qu'on veut, mais ça ne me paraît pas l'endroit. Ce qui me frappe, mais ça ferait la transition, et Marc n'a pas encore, enfin, Marc, notre président de séance n'a pas encore signalé ce qu'il en était à Rennes, donc il vaudrait mieux qu'il parle. Moi, ce qui me frappe quand même, c'est que par-delà le fait que tous les thèmes se chevauchent, se dégage déjà de votre tour d'horizon un certain nombre de points importants pour la suite. Je préfère garder secret pour l'instant. D'accord. Non, mais respecter ce que tu as proposé. Merci. Ordre et méthode. Merci. Oui, rapidement, moi, j'interviens dans le master donc, DH de Paris en sciences politiques. Et donc, c'est Stéphanie Tchambano qui avait réagi aux échanges en septembre, je crois, en disant que dans ce master, il y avait une foultitude de candidatures et que ça ne diminuait pas du tout. Et effectivement, ce sont des étudiants qui sont assez dynamiques, alors avec des profils un peu comment dire, cosmopolites et pluridisciplinaires. Il y a des sciences politiques, mais il y a aussi des gens, il y a 2 personnes qui sont à la Banque mondiale, par exemple, qui viennent faire une formation complémentaire. Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'elles n'ont pas trouvé de master ailleurs ou c'est parce que celui de Sciences Po a fermé. C'est assez intéressant. Je n'ai pas sondé les étudiants pour savoir effectivement quelle offre ils avaient pu regarder et puis évaluer. Mais bon, effectivement, ce master fonctionne très bien. Mais là, il est quand même inscrit en sciences politiques. Et moi, j'ai aussi un point là sur cette question que je me pose, c'est le biais disciplinaire, j'y reviendrai. Et en économie, donc à Rennes 2, on est en train d'ouvrir pour l'année prochaine un cours sur le développement, mais là, c'est trop tôt. Donc, ça sera un cours en option. On pourra voir si effectivement il attire du monde ou pas. Mais jusque-là, c'était pas prédominant. Mais sur l'expérience Paris 13, j'ai eu, donc j'ai quitté il y a 5 ans à peu près. Moi, j'avais le cours de développement auparavant et j'avais effectivement plutôt constaté qui était aussi une option alternative avec je ne sais plus quelle autre matière. Une baisse, c'était en licence, je ne sais pas si Merdat, si ça a changé maintenant, et c'était en licence en L3, et il y avait une baisse des effectifs en M1, c'était une baisse des effectifs assez nette, et on était très content d'avoir un grand nombre d'étudiants africains, de Côte d'Ivoire et autres en équivalence qui venaient à ce cours-là, mais sinon, bon. Donc, je ne sais pas si ça s'est poursuivi ou pas, mais effectivement, la question se posait. Et par rapport à ce qui a été dit, moi, il y a 2 questions que je me pose là, qui sont plus sur la question de la popularité des enseignements développement. Je partage bien sûr ce que disait Merdad ou l'autre sur la montée en puissance du terme émergent et son attractivité plus forte, parce que ça combine en gros avec des perspectives commerciales et beaucoup d'étudiants ensuite se recasent dans des services plutôt commerciaux, ce qui n'est pas plus mal, hein, ceci dit. Mais ça déplace facilement quand même le centre de gravité du cours, enfin ça peut en tout cas. Mais ça a été, depuis les années, ça fait 20 ans que ça dure, hein, un grand nombre de cours Institut des développements, économie des développements sont devenus économie émergente parce que c'était plus vendeur. Bon, c'est pas forcément très grave, il faut regarder au cas par cas. Alors, les questions que je me posais, c'était sur l'aspect par rapport à l'expérience de Jean-Jacques. C'est une dimension conjoncturelle marquée, Covid, en gros, qui a fermé quand même beaucoup de connexions, beaucoup de possibilités de déplacement et qui a rétréci pour pas mal de gens, disons, leur périmètre d'intérêt. En termes de distance, hein, ça c'est un point. Ou est-ce que c'est structurel? Et donc, quelle est la part du Covid là-dedans, du Covid et du choc sur les déplacements, sur la mobilité ou l'intérêt pour l'extérieur des étudiants, mais aussi des enseignants. Et l'autre, c'est le biais disciplinaire. J'ai l'impression qu'effectivement, en économie, je crois que c'est Merdat qui le soulignait, l'offre s'est rarifiée et puis c'est formaté dans des schémas très
d'économétrie ou de microéconomie du développement, qui sont d'abord de l'économétrie ou d'abord de la microéconomie avant d'être du développement. Et ça n'intéresse pas forcément les étudiants. Enfin, ça intéresse les étudiants qui veulent faire carrière et qui sont plus techniciens, mais ceux qui étaient vraiment intéressés par les questions de développement, d'inégalité internationale, etc., les grandes thématiques traditionnelles du développement, ils ne trouvent pas forcément leur bonheur dans ces formations-là. Je pense au CERDI, à l'École d'économie de Paris et autres. Donc, ça, et j'ai l'impression, pour ce que j'en vois, que les masters développement en sociaux ou en sciences politiques, par contre, fonctionnent beaucoup mieux. Parce qu'effectivement, ils ne sont pas du tout formalisés, eux, et ils sont sur des thématiques beaucoup plus larges. Donc là, il y a quand même une question à se poser, mais qui serait alors plus particulièrement pour les économistes. Je crois qu'une manière de voir si effectivement la bascule vers le développement durable, enfin l'environnement est si forte que ça, c'est sur les effectifs. Je n'ai pas l'impression que les masters environnement recrutent un très très grand nombre quand même d'étudiants, parce qu'il y a le même biais des économistes. Bon, voilà, c'est une possibilité, pas tout à fait de test, mais pour jeter un œil. Je repasse à la parole à qui le souhaite. Ben moi, j'avais une question que j'avais posée dans le chat là, sur l'évolution des masters de l'IEDES, parce que j'y ai enseigné pendant plusieurs années sur un cours sur les politiques de l'emploi que je partageais avec Elsa Lafay-Michaud. Bon, j'ai arrêté il y a 4-5 ans. Donc, je n'ai pas du tout contact, mais par rapport à cette idée d'un débouché sur les métiers du commerce, là, on était plus clairement dans des débouchés vers l'humanitaire, les ONG, etc. Donc, ça serait quand même intéressant. Bon, je regarde sur le site, apparemment, les masters existent toujours. Où est-ce qu'ils en sont? Je ne sais pas si quelqu'un le sait. Moi, j'ai perdu tout contact depuis que j'ai arrêté d'y intervenir il y a 4 ou 5 ans. 4 ans. J'ai mis sur le chat, on n'a pas d'infos, pourtant pour en avoir facilement, parce qu'il y a quand même plusieurs personnes de l'IEDES. Ouais. Merdad, je pense qu'on va en avoir là. Un tout petit point. Évidemment, les collègues qui sont à l'IEDES, ils sont beaucoup mieux placés pour porter un jugement sur l'évolution ensemble. Mais moi, j'interviens régulièrement plusieurs années pour un cours qui porte sur ressources naturelles et conflits. Donc, ça, c'est aussi intéressant parce que c'est aussi le développement. C'est la malédiction de ressources naturelles dans sa double acception, à la fois économique et politique. Donc, on a partagé avec Alain Desdois la partie économique par lui et la partie politique par moi. Et donc, il y a toujours une quarantaine d'étudiants en fait, Master M1, M2, tous les deux fonctionnent très bien. Et ce qui est aussi intéressant à l'IEDS, c'est qu'on a souvent des doctorants, des étudiants en master brillants qui sont tout à fait intéressés si les occasions de professionnels ne l'emportent pas, ils sont tout à fait disponibles pour faire une étude en doctorat. Donc, je pense que c'est un master qui fonctionne bien. Merci beaucoup. Effectivement, voilà, vu de loin, je n'avais pas l'impression que l'IEDES était trop victime de cette baisse des effectifs, mais ils ont un positionnement qui est quand même très spécialisé développement social, effectivement, plutôt humanitaire. Tu as coupé ton son, Marc. Oui, je le remets. Marc, tu voulais intervenir? Non, moi, je n'ai rien demandé. Okay. Non, moi, je me demandais s'il ne faudrait pas peut-être non pas conclure cette discussion, parce que finalement, le paysage est quand même plus compliqué et plus nuancé que les premières observations. Soit on continue les uns les autres à accumuler des données là-dessus, et puis on essaie d'avoir une analyse un petit peu plus fine, soit on passe à autre chose, et puis là, notamment à la deuxième partie de la réunion sur le fond. Ouais. Il y a déjà quand même dans les discussions là déjà des éléments, hein, mais bon. Et je crois que ce que tu proposais de reprendre un étudiant en stage
éventuellement, pour faire l'enquête qui avait été faite, effectivement, il y a Une bonne peut-être pas quinzaine. aussi approfondie que ce qui avait été fait il y a 15-20 ans, là, parce que c'est vrai que ça avait été un boulot énorme. Là, si c'est juste ciblé sur les masters et l'enseignement sur le développement, ça pourrait quand même être intéressant, quoi, à condition bien sûr que ce soit fait sur toute la France. C'est pas que... Oui, Absolument. mais bon, je sais pas si moi je peux plus, j'ai plus d'étudiants, je peux plus prendre d'étudiants, mais est-ce que les uns les autres ici présents ont la possibilité de mettre un étudiant en master là-dessus, ce qui est un sujet vraiment intéressant, hein. Moi, je pense qu'il y a vraiment un truc à faire là-dessus, mais bon. Alors, il faut trouver un étudiant de master. Ouais. Oui, pour faire un mémoire là-dessus. Mais bon, c'est peut-être une question trop à laquelle on ne peut pas répondre aujourd'hui, mais si dans le principe on actait ça, qu'on essaie de réfléchir à trouver quelqu'un. Merdac parlait de Michel Beau et je me souviens que Michel se posait la question du fait que c'était effectivement, comme vous l'avez dit, microéconomie ou l'économétrie qui enseignait et plus la politique économique, quoi. Et du coup, ça fait perdre beaucoup de... Et Dieu sait que quand on suit l'actualité, il y en aurait besoin, hein, pourtant. Parce que... Absolument. Alors, là, j'ai 3 prises de parole, Corinne, Marc et Jean. Je ne sais pas. C'était très rapide, c'était une réaction par rapport aux intitulés des masters et ce que cherchent les étudiants. Moi, ce que je remarque dans le master où j'interviens à Sciences Po à Lyon, c'est que c'est développement et ingénierie de projet, et que souvent, effectivement, ce que cherchent les étudiants quand on discute avec eux sur leur motivation, ils sont sur du travail en ONG, en projet, etc. Donc là, il y a peut-être un fil à tirer sur ce qui peut motiver les étudiants dans le type d'études qu'ils cherchent. Et sur la question de la recherche de stagiaires, nous, on est dedans actuellement sur un projet de recherche qu'on a. C'est le moment, parce que si on attend, enfin Jean-Jacques, tu dis, bon, c'est peut-être pas le bon moment ou il faut peut-être encore réfléchir, mais les stages, en tout cas des M2 et même des M1, c'est maintenant, donc il faudrait faire un profil de stage assez vite. C'est tout ce que je voulais dire. Juste là-dessus, si je peux me permettre d'ajouter, c'est pour un étudiant qui est effectivement intéressé pour, disons, à long terme, sur une carrière, que ce soit universitaire ou autre sur le développement, ce n'est pas une mauvaise porte d'entrée de faire ce tour d'horizon et cette petite évaluation des formations et des pôles sur la question. Pour les stages, ça dépend des masters, hein. Il y en a, c'est maintenant, mais il y en a, leurs stages, ils sont en train de les terminer. Ils font leur stage en novembre-décembre ou janvier. Ça dépend des lieux, effectivement. Là, on n'est pas sectaire, nous, on est opportuniste, en fait. Marc, si tu veux. Et Jean ensuite. Moi, ce sera très intéressant, ces étudiants, pour faire ce bilan, questionner cette évolution des formations par rapport au développement. Je trouve que ça serait vraiment utile pour notre réflexion. Jean, vas-y. Oui, j'avais oublié, enfin, on avait parlé des doctorats, des thèses. Moi, depuis que je suis dans le Master 2 droit africain, je n'ai jamais eu de proposition de thèse sur le thème du développement, même en diagonale ou de manière connexe. Et ça fait j'ai participé aux 2 derniers jurys du CAMES en droit public. Je n'ai rien vu, que ce soit des thèses ou des articles sur le développement. Donc là, c'est les Africains eux-mêmes, hein. Je crois que tu fais un très bon lien, si je peux me permettre, et je vais passer la parole à Jean-Jacques avec la question de fond, effectivement, de qu'est-ce qu'on entend par développement et qu'est-ce qui est saisi par ce terme maintenant de manière plus ou moins pertinente. Parce qu'il y a effectivement une dérive terminologique, hein, assez claire, qui laisse un peu au fond, de manière résiduelle, le développement et qui attaque l'émergence, on l'a dit, le développement durable, l'environnement, mais sans que la question du développement ait été pour autant traitée et en général, elle reste patente. Donc, on superpose un peu des couches comme ça dans le discours, la présentation et au niveau formel.
Et bon, moi j'ai mon avis sur la question, je vais trop loin là-dessus. La question, c'est est-ce qu'effectivement le terme développement, ça a du sens et ça a un sens qui est, comment dire, suffisamment partagé et commun pour qu'on puisse, à différents niveaux, enseignants, étudiants et autres, travailler là-dessus. Jean-Jacques, si tu veux, je te laisse un peu. Oui, non, merci. Non, je vais être très rapide parce que il ne s'agit pas de partir d'une définition normative sur ce qu'est le développement, ça n'a pas grand sens. Moi, ce qui m'a, dans la petite note que je vous ai envoyée trop tardivement aujourd'hui, je me suis simplement, je suis parti de l'acquis du GEMDEV, des travaux du GEMDEV sur cette notion de développement qui était quand même sacrément décortiquée depuis l'existence même du GEMDEV et où mondialisation, développement était toujours mis en interrelation. Mais très très vite, je vais passer la parole bientôt à Michel qui est là parce que j'ai trouvé sa note extrêmement claire par rapport au socle à partir duquel on part. Alors, moi, je me suis quand même... je reste, alors bon, peut-être que je ne suis pas du tout objectif, mais je reste persuadé que la désaffection qu'il y a, qui n'est pas seulement du côté des étudiants, mais qui est dans les idées, elle est, entre guillemets, je dois employer un qualificatif qui n'est peut-être pas très fin pour l'instant, mais elle est un peu inquiétante. Et je me dis, est-ce que la spécificité de l'économie du développement ou des études sur le développement, alors on élargit ici, est-ce que cette spécificité n'a pas lieu d'être? Est-ce qu'il faut complètement dissoudre cette réflexion qui a été accumulée quand même sur les trajectoires d'évolution, de croissance, de développement des économies, notamment les pays les moins avancés, notamment africains, au profit du fait de dire le développement, on est tous en développement. Voilà. Au nord, au sud, on est tous en développement. Les ODD, c'est une espèce de lissage des problèmes au niveau de la planète. Et donc, on sort des spécificités pour comprendre les trajectoires des pays les moins avancés parce que les problématiques sont les mêmes. Et bon, moi, personnellement, je suis inquiet de ça. Alors, et donc, je me suis demandé, mais ça veut dire que compte tenu de toute l'histoire de l'accumulation des savoirs au sein notamment du GEMDEV, il n'y a pas que le GEMDEV, mais puisqu'on est là entre nous, je peux dire ça quand même. Tout ce qu'on a fait sur la question de la construction des États, la question des instabilités, la question, enfin, il y a un listage absolument énorme de tous les travaux qui ont été faits. Est-ce que ça n'avait pas de raison d'être? Est-ce que ces thématiques, elles ne sont plus pertinentes aujourd'hui? Elles n'ont plus de raison d'être aujourd'hui? Est-ce qu'il faut peut-être les hiérarchiser? Est-ce qu'on a donné suffisamment de poids à certaines variables et est-ce qu'on ne les a pas négligées? Moi, je me demande la partie histoire des relations. Je me suis dit, mais est-ce qu'on a fait fausse route ou est-ce que finalement, aujourd'hui, les routes qu'on a construites précédemment ne sont plus pertinentes aujourd'hui, ne sont plus légitimes. Toutes les questions des instabilités, toutes les questions de construction de l'État, toutes les questions d'approche démo-économique, non. Pourquoi? Parce que le problème maintenant, c'est un problème. Alors, je ne suis même pas sûr que ce soit un problème de durabilité, mais un problème, selon la Vulgate, environnementale. Je reviens à ce qu'on a dit au tout début. Et puis, donc, les problèmes, c'est l'émergence. Et donc, si des pays sont entrés dans l'émergence, la Chine notamment, et si l'Afrique n'y est pas, elle y entrera. La preuve, c'est qu'il n'y a plus un seul plan de développement en Afrique, il y a des plans émergence. Bon. Je me dis que c'est une espèce. Est-ce que c'est ça, c'est comme ça qu'il faut voir la question? Et parmi la jeune génération, entre guillemets, la lutte contre le changement climatique, zéro carbone, etc., je trouve que parfois c'est une vision d'une extrêmement courte vue. Et on laisse, en cachant en fait ce qui se passe pour
tout simplement l'extraction des ressources naturelles, des ressources minières, et on laisse, on ira chercher les métaux rares en Afrique, on ira chercher notre uranium, etc. Ça ne pose pas de problème. Et donc, on laisse l'Afrique dans un statut de pourvoyeur de matières premières non transformées sur la scène internationale. Mais ils s'en sortiront parce que de toute façon, il n'y a que ça comme travail. Bon. Et je trouve que c'est assez cynique. Les visions actuelles des trajectoires de développement me paraissent extrêmement cyniques. Voilà. Et je serais plutôt sur une réflexion sur un retour. Vous allez me dire que c'est peut-être un peu l'âge qui fait ça, mais sur les questions fondamentales d'économie du développement, plutôt que de les balayer au profit de l'émergence, au profit, alors ça c'est vraiment fantastique maintenant, de l'acquisition des nouvelles technologies de l'information. Alors ça c'est vraiment le truc, c'est la 5G. Je vous incite à lire c'est pas passionnant, mais c'est quand même très intéressant. Lisez les discours du nouveau directeur général de la FAO, hein, le chinois. Hein. C'est absolument fantastique. Tout tourne autour de la révolution verte, tout tourne autour de la révolution par la 5G, tout tourne autour de la captation de toutes les données. Il faut faire du big data. Voilà. On ne peut pas faire une politique de développement sans avoir la maîtrise de toutes les données. Et tout est sur des visions que je trouve entre guillemets régressives, puisqu'on disait la même chose sur les sauts technologiques dans les années 60. Mais là maintenant, c'est avec un autre saut technologique, tout en sachant que les PMA n'auront aucune maîtrise de l'innovation et que les PMA n'auront aucune maîtrise des chaînes de valeur internationales. Donc il y a quelque chose qui m'interroge sur pourquoi est-ce que l'on met au rebut cette réflexion sur ces économies qui, dans l'économie monde, reste quand même à la marge et reste dans des fonctions que je trouve de pourvoyeuses, ces économies de biens primaires, quoi. Voilà. Enfin, il n'y a rien de transformé. Et puis, il n'y a rien du tout d'envisageable. Il n'y a rien du tout d'envisageable de nouveau. Alors, moi, tout ceci, je trouve ça inquiétant. Voilà, je trouve ça inquiétant de cette régression de la pensée. Mais pourquoi aussi cette pensée qui était vraiment extrêmement complexe, extrêmement fine sur ces processus de développement? Je pense par exemple à cette notion d'approche en termes de pluridisciplinarité développée, moi, j'ai écrit d'Étienne Leroy. C'est caduque, ça n'a plus de raison d'être. Alors, voilà, qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, bon, je suis un peu à ça, mais c'est pas... Merci beaucoup, Jean-Jacques, pour ce paysage déprimant. Mais juste... Oui. Je ne veux pas avoir un paysage très optimiste parce qu'à mon avis... mais je vois bien, mais ce n'est pas la situation, je crois. Stéphanie, très vite, parce que je voulais passer la parole à Michel. Ça va? Peut-être que Michel peut intervenir d'abord, je ne sais pas. Ouais, alors vas-y, Michel. Et ensuite, je m'inscris. Ça va. OK. Michel, le son. Attends, Michel, il faut que tu remettes le son. Le son. Il faut que tu remettes le son. En bas à gauche, normalement en bas à gauche de l'écran. Mais oui, ça y est. On t'entend. J'avais beau cliquer. Vous m'entendez? Oui. Bon, j'avais beau cliquer, ça ne venait pas. Bon, je ne vais pas redire ce que j'ai essayé d'écrire au préalable, ça n'aurait aucun intérêt. D'autre part, bon, comme nous tous, et c'est tout l'intérêt de nos premiers échanges, mais on est marqué par son histoire personnelle, sa discipline et on biaise. En tout cas, contrairement à l'habitude, puisqu'on a quand même pas mal écrit ensemble, je ne suis pas sur la longueur d'onde de Jean-Jacques. Je ne suis pas inquiet, en ce sens que je crois que sont posés à travers ce que vous avez évoqué tout à l'heure, et particulièrement par nos étudiants, qui pour certains semblent voter avec leurs pieds, parce qu'il y a des points qui me paraissent tout à fait positifs. Le point positif premier, c'est qu'il faut travailler sur les termes, les notions et les définitions. C'est ce qu'on va essayer de faire ensemble.
quand on dit le développement est remplacé par d'autres termes, alors la première question qu'on peut se poser, qu'est-ce qu'on met réellement sous développement durable? Je ne suis pas sûr que ce ne soit pas pour une bonne part un simple changement d'appellation pour tenir davantage compte du futur du terme de développement ancien ou pas. Bon, voilà le genre de questions qu'il faut se poser. Mais surtout, on a beaucoup parlé tout à l'heure, enfin beaucoup, un peu, parlé de l'émergence, mais l'émergence, je ne vois pas la différence avec le développement tel qu'il était conçu avant. Dans les deux cas, c'est ce que je rappelais dans certains textes, mais c'est une évidence, dans les deux cas, on avait un modèle qui était le nôtre, dont on disait il faut le rattraper, il faut l'imiter. Alors maintenant, on ne parle pas de développement parce que les mots s'usent, mais on parle d'émergence, mais dessous, est-ce qu'il n'y a pas la même chose, le même concept biaisé par le fait que le modèle de référence est le nôtre? Et une des raisons pour lesquelles, effectivement, cette démarche ne peut pas déboucher, me semble-t-il, sur un intérêt, même une attractivité, c'est qu'on voit bien que notre modèle, il a fait faillite. Et donc, voilà pourquoi on s'intéresse éventuellement davantage à l'environnement qu'au développement. Donc là, déjà, il y a un premier axe, me semble-t-il, de réflexion. Le second, c'est ce qu'a évoqué Jean-Jacques en disant est-ce qu'il n'y a pas une spécificité à ce qu'on mettait sous le terme d'études du développement? Et justement, c'est l'absence de cette spécificité qui me semble être un effet repoussoir pour certains étudiants, en particulier français. En fait, ce qui se passe dans le Sud est spécifique, mais comme toute trajectoire d'évolution d'une société est spécifique, il n'y a qu'à apprendre toute l'histoire, il n'y a qu'à apprendre ce qui s'est passé depuis 50 ans. On est passé d'un groupe de pays qui avaient toutes les mêmes caractéristiques, à l'évidence à l'opposé des pays industrialisés que nous étions. Maintenant, ces pays industrialisés, ils sont désindustrialisés et ils cherchent à se réindustrialiser. Donc, on a quand même des questions à se poser sur ce point. En fait, je crois que ce dont souffrent certains cours ou certains masters de développement, c'est que pour les étudiants français, développement est assimilé à problème des seuls pays du Sud, comme s'ils n'étaient pas d'une diversité fantastique. Et me semble-t-il, l'expérience même de ces trajectoires de ces pays, elle est à prendre en compte parce que mondialisation, elle interfère complètement avec notre propre évolution. Donc, c'est bien en insistant sur l'absence de spécificité des études sur le développement, ce qui ne veut pas dire qu'un PMA est l'équivalent de la France. Non, on n'en est pas au même stade, les parcours sont différents. Mais pour ma part, et c'est là où il y a un biais sans doute, pour une bonne partie de ma carrière, travailler sur les questions d'emploi, aussi bien au nord qu'au sud, j'ai toujours trouvé très fécond, au contraire, de rapprocher les études. Il y a quelques exemples célèbres, tels que le salaire d'efficience, par exemple, et d'autres, qui montrent qu'au contraire, il peut y avoir fécondation par l'étude attentive de sociétés différentes où ressort quelque chose. Mais ce n'est pas le problème de la spécificité. Sinon, c'est ce qui concerne les pays du Sud. Donc, il y aura des étudiants africains ou d'Amérique latine, mais pas de Français. C'est ce que vous avez constaté. Or, c'est exactement l'inverse qui peut attirer. Et là, si on reprend toute l'évolution, disons qu'à travers cette comparaison ou cette confrontation de nos propres évolutions et de celles Pardon? Bon. Bien. Continue. Oui, mais non, j'ai essayé, par exemple, par intérêt plus récent, de travailler sur le développement rural. Bon, mais je crois qu'il y a toute une série d'éléments qui peuvent être pris en compte en confrontation
avec ce qui a été creusé au niveau du CIRAD pour l'économie, pour l'évolution des zones rurales. Mais ça ne veut pas dire que c'est la même évolution. Voilà, je m'arrête, j'ai déjà été trop long. Merci. Pas du tout, au contraire, mais je crois qu'il y avait des... Je reviendrai peut-être après sur un point assez essentiel. C'est à qui? Je peux intervenir ou... Vas-y. Alors d'abord, je voudrais remercier Jean-Jacques et Michel pour ces interventions très éclairantes. Vous m'entendez là? Oui. J'ai des points d'accord, ça éclaire beaucoup de questions. J'ai aussi quelques points de désaccord qui ne sont pas forcément les mêmes. Bon, d'abord, je partage l'inquiétude, bien sûr, de Jean-Jacques, mais peut-être que, bon, parce que je suis un petit peu impliquée dans toute la bataille interne à l'économie sur le pluralisme, sur l'hétérodoxie, etc., je serais peut-être moins, j'ai envie de dire, découragée. C'est-à-dire que je reprendrai moins à mon compte la mise en cause de la légitimité des questionnements fondamentaux de l'économie du développement. Je considère, en gros, j'ai envie de dire, je considère qu'il faut se battre. C'est pourquoi l'expression de Jean-Jacques « retour aux fondamentaux », je la fais mienne. C'est ce que je défends. Ça peut paraître conservateur, ça peut paraître aller à contre-courant, mais c'est vrai que je n'ai pas envie de faire de l'émergence, je n'ai pas envie de faire du développement durable, j'ai envie de faire du développement. Et quand on dit développement, je pense plutôt stratégie de développement. Je pense que, alors, à la fois en lisant le texte de Michel et aussi le texte d'Annick et peut-être un peu celui de Jean-Jacques, j'ai un peu l'impression qu'on a aujourd'hui nous-mêmes un regard rétrospectif sur 40 ou 50 ans d'économie du développement qui a tendance justement à en gommer les spécificités, qui a tendance à gommer la rupture que Pérou, Myrdal, Hirschman et les autres ont introduit en remettant en cause les schémas de Rostov, c'est-à-dire que l'économie du développement est née de la critique des schémas de Rostov. Et parfois, en lisant les textes, on a un peu l'impression de l'inverse quand on dit justement qu'on s'est placé uniquement dans l'optique du rattrapage par rapport à un seul modèle. Pour moi, ce n'est pas le cas, ou plutôt, ce n'était pas le projet initial. On a pu tomber sur des stratégies, parce que le principe de réalité a pu dominer, en Inde, en Algérie, etc., au Brésil, on a pu tomber sur des stratégies qui, effectivement, ont fait ça, hein, c'est-à-dire n'ont pas pu faire autrement que de se retrouver prisonnières d'une trajectoire uniquement fondée sur le rattrapage du modèle des pays industrialisés, mais ça n'épuise pas ce qu'on a à dire ni des modèles eux-mêmes, ni de l'économie du développement comme discipline, ni même des tentatives de projets alternatifs. Je pense au Burkina, je pense au Nicaragua, je pense à la Mozambique, je pense à d'autres exemples, qui ont échoué. Mais le fait qu'ils aient échoué ne veut pas dire qu'ils n'ont pas existé. Donc je pense qu'on cherche nous-mêmes les bâtons pour se faire battre, j'ai envie de dire. Quand on assimile l'économie du développement telle qu'elle a été faite par le GEMDEV et par d'autres depuis sa naissance, à ça, à une problématique du rattrapage, pour moi, l'économie du développement, c'est Rostov à la poubelle. C'est l'acte de naissance de l'économie du développement chez Pérou, chez d'autres, etc. Et du coup, on a en miroir tout, je ne vais pas dire les théories, parce que je considère que ça ne mérite pas le statut de théorie, mais tous les écrits du courant de l'antidéveloppement, les Latouche, les Partant, les Rist, etc., qui font, je dirais, leur chou gras de ça, c'est-à-dire qui mettent un point d'honneur à ignorer justement ce qu'a été réellement l'économie du développement, sa complexité, toute cette complexité sur laquelle vous avez insisté, pour assimiler justement l'économie du développement à un schéma de croissance à la Rostov, etc., ce que précisément elle n'a pas été dès sa naissance. Mais eux, évidemment, ça les arrange d'assimiler l'économie du développement à un ethnocentrisme occidental, etc. Bon, je ne vais pas poursuivre sur ces courants sur lesquels j'ai écrit suffisamment de choses
très critique, un essentialisme culturaliste mythifiant les sociétés dites traditionnelles. Enfin, bref, je pense que ça ne mérite pas qu'on s'y attache parce qu'on a beaucoup mieux à faire pour justement restaurer, comme l'a dit Jean-Jacques, les fondamentaux, y compris, il y a quand même eu des indicateurs complémentaires du développement qui sont apparus depuis les années 90, on en pense qu'on en veut, ils ont beaucoup de limites, mais ils ont le mérite d'exister, on ne s'est pas concentré sur le produit intérieur brut. Et donc, il me semble qu'on est un peu dans un processus cyclique, je vais essayer de ne pas être trop longue, mais je me rappelle quand même que quand j'ai commencé à enseigner, à faire de la recherche, etc., au début des années 80, à mon sens, on était dans une situation bien pire qu'aujourd'hui, en économie en tout cas. Le développement avait complètement disparu. On avait sur le plan politique, on avait le contexte de l'anti-tiers-mondisme, il y avait tout ça, de la même façon que toute économie hétérodoxe avait disparu. Et s'il avait fallu conseiller un étudiant à cette époque-là, on lui aurait dit effectivement de ne surtout pas faire d'économie du développement. Ensuite, le thème du développement a été réhabilité d'une certaine façon par le développement durable d'un côté et par le développement humain par Sen et tout ce qui est autour de ce courant à partir de la fin des années 90, et on est retombé sur la lutte contre la pauvreté, et on est retombé sur les objectifs du millénaire et les ODD, et sur la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Donc la situation dans laquelle on est aujourd'hui, c'est une sorte d'habillage, à mon sens, du développement, derrière les objectifs, derrière la lutte contre la pauvreté, derrière le développement durable, derrière tout ça. C'est mieux, j'ai envie de dire, que la situation dans laquelle on était depuis les années 80, où rappelez-vous qu'on avait uniquement les modèles d'équilibre général calculables et rien d'autre. C'est mieux, mais quelque part, effectivement, comme l'a bien décrit Jean-Jacques, on voit quand même apparaître le risque d'une disparition du développement comme corpus avec, je dirais, sa complexité, sa spécificité, etc. etc. Et c'est pour ça que moi, j'ai envie que le GEMDEV le porte en positif et ne se laisse pas, je dirais, mettre sur la défensive par toutes ces pressions visant à diluer un petit peu. Alors, ça ne veut pas dire que je suis en désaccord avec Michel quand il dit que, quelque part, on voit apparaître l'universalisme de cette question derrière la mise en cause des modèles de développement des pays industrialisés. Bien sûr qu'on a cette dimension qui est extrêmement importante, mais je pense que ça ne doit pas nous conduire à méconnaître la spécificité de la question du développement, y compris pour les pays du Sud en général, derrière leur hétérogénéité croissante, etc. Bon, je suis désolée d'avoir été un peu longue, mais je pense qu'on n'a pas intérêt à nous-mêmes, comment dire, simplifier ou occulter notre histoire. Okay. Merci Stéphanie. Ce développement c'est complet. Juste, je crois qu'il faut faire attention quand même au procès d'intention. Je pense qu'au niveau du GEMDEV, on n'est pas du tout dans le reniement de notre identité et de ces dimensions pluridisciplinaires, hétérodoxes, etc., qui ont toujours été très fondamentales au GEMDEV. Donc, c'est une inquiétude, c'est plutôt le paysage autour qui inquiète que ce qui se passe au GEMDEV, je crois. Et Jean, je crois qu'il voulait intervenir. Merci Marc. Pour un regard un peu extérieur à vous tous, moi, dans le cadre de mon séminaire sur les politiques de développement, forcément, je commence par essayer de déterminer ce qu'est le développement. Et je vous avoue que pour un non-économiste, il est complètement introuvable. Je n'ai aucune idée de ce qu'est le développement. Et je pense, alors vous dites qu'il y a une évolution, je pense que c'est beaucoup parce qu'en fait, il a disparu des radars juridiques et politiques ou dilué, comme ça a été dit 2 fois, notamment parce qu'effectivement, il a refait une entrée en fanfare avec les OMD et les ODD, mais pour être complètement dispersé, sans vision cohérente d'ensemble et pour ressembler plutôt à des droits individuels. Et donc, en fait, j'ai l'impression que c'est surtout le discours dominant qui a fait disparaître le développement. À partir du moment où l'agenda libéral l'emporte sur tout, effectivement, le développement, on le voit partout, mais on le voit
pas comme un projet politique ou social, mais plutôt pour essayer de limiter les externalités négatives de l'accumulation du capital. Et ce qui fait que, voilà, à partir du moment où les discours étouffent la notion de développement, contrairement à ce qu'elle était aux origines, l'historique a été un peu fait, pour un étudiant, parce qu'on en revient toujours à ça, pour un étudiant, enfin, le développement, ça ne veut plus rien dire. Pour un non-économiste, en tout cas. Alors, le mot intéresse, mais ils ne savent pas du tout quelle est la chose qui est derrière. Et moi, j'avoue qu'à dépecer les discours des organisations internationales, des États, etc., plus je fouille, moins je sais ce que c'est. Et je n'ai aucune définition. Donc, il est humain, il est social, il est durable, il est local, il est tout ce qu'on veut. Mais qu'est-ce que c'est que le développement ? Voilà, c'est à la mesure de l'État ou à la mesure des individus. Stéphanie a cité Sen. Et ça consisterait en quoi ? En fait, dans les discours officiels, on n'a pas de notion de développement. On a le mot, mais la chose, enfin, moi, je la vois pas, la chose. Je ne la trouve pas. Mais voilà, je ne suis pas économiste. Non, mais tu as quand même un master. J'ai un master sur le développement. Sur les droits africains. Oui, quand même. Non, mais c'est bien. Bon, pour poursuivre dans ta direction, j'ai l'impression que moins on en sait sur le développement, plus on peut être intéressé par ce champ. Oui. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Mais enfin, moins c'est précis en tout cas. Je sais pas. Corinne, allez-y. Oui, merci. En fait, je voulais juste réagir à ce que vient de dire Jean là, à l'instant sur le développement, il est à la mesure de l'État ou à la mesure des individus. Alors, vous allez dire que j'ai mon prisme du local qui revient, mais il y a quelque chose qui existe fortement au niveau des territoires, c'est le développement territorial, justement. C'est une notion qui est très présente, qu'on voit aussi bien dans les pays du Sud qu'en France, où il y a tout un discours, des formations, des outils sur ces questions du développement territorial. Donc, je pense que c'est intéressant de partir de là. Moi aussi, quand je commence mon cours, je fais un cours donc, sur l'action extérieure des collectivités territoriales au master développement à Paris 1. Et j'ai toujours le souci de questionner les étudiants au début de mon cours sur ce qu'ils comprennent de la notion de développement. J'ai ce même souci d'essayer d'expliciter clairement, justement pas sous le prisme seulement économique, de la notion de développement d'un territoire. Donc le même souci que Jean Matringe de travailler, je me rends compte que les étudiants sont vraiment assez perdus. Je voulais dire quelque chose, excusez-moi, parce que mes réactions s'agrègent sur ce qui a été dit par plusieurs personnes. Ce qu'a dit Michel Vernière tout à l'heure, non, pardon, je ne me rappelle plus qui l'a dit. C'était en parlant du fait que le développement, c'était aussi la trajectoire d'un pays. Et il y a eu quelque chose qui est venu sur les étudiants français et les étudiants africains. Alors moi, je vous alerte sur quelque chose parce que je ne sais pas si vous avez identifié ça, mais en tout cas, nous, on l'a identifié aujourd'hui très, très fortement au CIEDEL et je commence à l'identifier aussi à Paris 1. On a des gens qui sont étrangers, on a des étudiants qui sont français, de France, et puis on a des étudiants qui vivent sur plusieurs territoires à la fois. Et je pense qu'aujourd'hui, la question du développement, il faut la penser aussi dans cette question des flux entre territoires. En tout cas, nous, c'est le sujet de recherche sur lequel on travaille actuellement, qui est l'internationalisation des villes et des territoires. Et moi, je suis frappée par ces étudiants qui ont des appartenances multiples, enfin, soit des étudiants, soit des professionnels, mais qui non seulement se pensent sur les deux territoires, enfin sur plusieurs territoires d'appartenance, mais qui vivent et travaillent sur plusieurs territoires. Et donc, qui pensent leur rapport au développement de cette manière. Et je pense que c'est quelque chose qui est très fort. Et voilà, je vous livre, je ne sais pas ce qu'on peut en faire, je ne sais pas si ça évoque des choses pour vous, mais je vous livre ce constat, en tout cas, que nous on fait, ce questionnement qu'on a, en fait. Et dont rejoint aussi le premier thème du débat sur l'intérêt des formations et de quels étudiants on peut avoir aussi.
Merci beaucoup. Non, Stéphanie, c'était juste au cas où je précisais. Tout à l'heure, bon, je crois qu'effectivement, quelque part, il y a la question des biais de position, de statut et d'expérience qui jouent quand même assez fortement. Et il y a un autre biais, moi, une autre question que je me posais et qui transparaît fréquemment dans la discussion, c'est l'association quand même de la question de développement à l'Afrique. Alors, il y a eu aussi le texte de Denis là, sur l'homogénéisation des problématiques de développement au nord et au sud. Mais là, dans la discussion, on a quand même tendance, je ne sais pas si Jean-Jacques, toi, tu l'as perçu aussi ou tu l'as évoqué, mais la question du développement, ça arrive vite sur le terrain africain. En Afrique que ça se pose, c'est en Afrique que ça réagit pas, qu'on fait effectivement pas des plans de développement, des plans d'émergence. Donc, ce qui n'est pas forcément un mauvais ciblage, mais ça biaise aussi la discussion quand même. Je passe la parole. Marc, si tu veux intervenir, tu as levé la main. Ah, ok, d'accord, oui. Juste quelques petits points en prolongement là, de toutes ces réflexions là, qui vont renvoyer la question que je me pose, c'est par rapport à tout ce qu'on dit là, puis bon, leur avance, c'est donc qu'est-ce qu'on peut faire dans le cadre du GEMDEV, quel type d'activité on peut mener par rapport à tous ces questionnements. Et donc là, il y avait quelques idées, entre guillemets, qui me venaient à l'esprit. Bon, là, pour l'instant, on est dans une réflexion un peu encore interne, hein, c'est comme ça qu'on l'avait pensé, mais pour élargir, je me dis qu'il serait particulièrement intéressant, à un moment donné, c'est de pouvoir associer des collègues des Suds, entre guillemets, à nos réflexions, de collègues africains, peut-être sud-américains, pourquoi pas asiatiques, de différentes disciplines, effectivement, par rapport à tous ces questionnements. Est-ce que c'est les mêmes? Comment évoluent leurs réflexions à eux, leurs approches par rapport à tout ce questionnement autour du développement? Et on évoquait tout à l'heure de faire un point sur les formations en France. Et ça serait peut-être aussi intéressant de voir au Sud, et je pense notamment en Afrique, où il y a quand même un développement des masters, des formations doctorales également. Qu'est-ce qu'il en est actuellement de l'offre offerte par rapport à toutes ces problématiques tournant autour du développement? Je prends le mot développement comme point d'entrée, mais ça peut être l'émergence, ça peut être ci, ça peut être ça. Mais quelle est l'offre aujourd'hui offerte dans les différentes disciplines, notamment en Afrique, qui d'une manière ou d'une autre questionnent ou ont rapport avec ces questions de développement? Mais revenu aussi à l'idée, vous vous souvenez, on avait eu en CD un échange avec le collègue Riga Sarvanitis, qui est directeur du CEPED, et qui, je ne sais plus si on dit dirige ou préside une structure qui a été montée dans le cadre de l'Université de Paris, qui s'appelle le GRIP, le Global Research Institute of Paris. Là, j'ai ouvert la page, et qui ne parle pas du tout de développement, mais qui, le mot d'entrée, c'est globalisation. Interroger la globalisation, le caractère paradoxal, la multiporalité de la globalisation, les nouveaux lieux de régulation sociale et politique. Et puis, là, je lis, je vous cite, qui, parmi les ambitions, c'est de renouveler l'agenda de recherche en explorant le champ des études globales dans une perspective mondiale qui n'intègre pas seulement des mises en regard entre nord et sud, mais aussi entre sud et sud, et même sud-sud-nord. Voilà, et donc je me disais que là, alors je ne sais pas ça pourrait être intéressant aussi d'associer voilà, le GRIP peut-être à une réflexion future pour voir eux quelle lecture ils font, comment ils se positionnent par rapport à tout ça.
Et donc, globalement, ma question centrale, là où on est rendu maintenant, c'est qu'est-ce qu'on peut faire dans le cadre du GEMDEF, quoi? Comment avancer, vers quelle direction? Et j'ai l'impression, quand on évoque le bilan là, au niveau des formations, et puis quelques points là, que je viens d'évoquer, je me dis, finalement, est-ce qu'il faudrait quelque part, on ne se situe pas un peu dans une approche type histoire ou sociologie des sciences, d'une réflexion sur la production de connaissances par rapport à tout ce qui tourne autour du développement. Et que là, justement, en tant que structure fédérative de recherche, c'est quelque chose, je pense, qui pourrait relever un peu de notre mission en tant que GEMDEV. On va pas, voilà, c'est pas d'aller, comme tu disais Jean-Jacques, on ne va pas trouver une nouvelle définition du développement, mais c'est quel type de réflexion utile qu'on pourrait apporter à travers ces différents points d'entrée. Voilà, je voulais juste modestement vous partager ces quelques réflexions. Merci, Marc. Je crois que Merdad, tu voulais intervenir aussi? Oui, Marc. Donc, tout d'abord, je dois dire combien j'ai appris de vos échanges. Franchement, c'était très riche. Michel, Jean-Jacques, Marc et tous les autres collègues. Franchement, j'ai beaucoup appris en fait de la façon dont vous avez traité les différents problèmes. J'aimerais bien dire que de toute façon, mon intervention est biaisée par ma formation en tant qu'économiste. Et donc, ce que je raconte, au début, je dois dire que je ne généralise pas. C'est plutôt une invitation. Et j'aimerais bien ouvrir une partie de débat pour les économistes qui, à mon avis, sont à la fois la source d'optimisme ou, si vous voulez, sous un autre regard, peut-être pessimiste. Et je vais essayer de le présenter de telle sorte qu'on puisse tirer quelques leçons par rapport au GEMDEF. D'accord? Donc, moi, je pense que quand même, lorsqu'on parle dans le cadre de GEMDEF, du développement, il y a deux spécificités françaises qu'on doit ignorer lorsqu'on parle aussi de spécificité de développement, mais il y a aussi notre spécificité à nous. Tout d'abord, le mot développement en France a tout de suite une acception tiers-mondiste. Ce n'est pas la même chose à l'Amérique du Nord. Ce n'est pas du tout aux États-Unis la même notion. En fait, on parle d'un pouvoir colonial un petit peu à l'ancien pour les Français et une sorte de colonialisme nouveau chez les Américains. Le mot développement est utilisé par les officiels comme un mot qui n'a aucun sens forcément de tiers-mondiste aux États-Unis. Et le nombre de revues en économie baptisées sous le nom de développement, non seulement il est énorme, mais il est croissant. L'Université de Chicago publie une revue avec le nom de développement. J'aimerais bien en fait souligner certaines évolutions pendant aussi l'âge de néolibéralisme. Ce n'est pas l'âge de, comment dirais-je, New Deal de Roosevelt. Et quelques courants de pensée qui sont à la fois source d'inspiration, d'optimisme et aussi de pessimisme. On dit que le développement a dissipé. Je dirais que non, il a été récupéré, si vous voulez, par la tendance dominante. Je cite plusieurs exemples. 1. En économétrie, on a malédiction des ressources naturelles. Il y a plus de trentaine de survols de la littérature. Pour une littérature, des milliers de papiers et des centaines de bouquins sur la question malédiction des ressources naturelles, avec son versant politique, qui est quoi? Qui est pourquoi le régime autoritaire en Arabie Saoudite, en MENA, on a l'analyse de guerre civile en Afrique, toute une série des économistes qui sont convertis en économie de conflit. Et donc, la première chose, ce n'est pas uniquement le terrorisme international, mais aussi économie politique du conflit. Donc, et on a maintenant quelques stars en France qui font l'économie politique des conflits. Donc, la malédiction des ressources naturelles suite à Staple Theory, okay, avec les grands noms, y compris Hirschman, North et le reste. Deuxième tendance, très importante, l'économie politique, à la fois par George Mason University, la théorie de choix public,
Peter Leeson et l'équipe, et l'autre groupe, Acemoglu et Robinson. Donc, vous avez Harvard et George Mason University, tous les deux travaillant sur recherche de rente, rent seeking, et recherche de rente avec une réflexion sur pourquoi certains pays, en fait, sont développés, d'autres ne sont pas développés, dans une optique économie politique, avec les théoriciens des jeux qui sont aussi mêlés, et Acemoglu fait une des grandes parties qui travaillent dessus. Et il est vrai que Acemoglu a une influence non seulement chez les orthodoxes, mais aussi chez les hétérodoxes, ici présents. Okay. Troisième tendance que j'aimerais bien souligner, c'est Douglas North et tout le groupe de Yoram Barzel, groupe en fait connu comme le groupe de Washington, l'Université de Washington, le groupe des institutionnalistes. En fait, la plupart des travaux de World Bank, Banque mondiale, et une partie des travaux du Fonds monétaire international sont inspirés par ces travaux. Donc, on a aussi la traduction de l'ouvrage de North et compagnie de 2009 par AFD en 2010. Donc, on a une tendance comparatiste, historique, longue durée, et analyse empirique au sens de économétrie qui s'est développée sur les problèmes qu'on peut clairement identifier comme les problèmes de développement. Et le mot développement ne fait pas peur aux Américains. Il y a pas mal de revues sur l'Association mondiale de développement parce qu'il n'est pas dans le même cadre et structure. D'accord? Donc, est-ce que nous devons entretenir un dialogue avec ces pistes de réflexion? Faut-il aller vers un éclectisme maîtrisé ou retour aux fondamentaux? Je dirais que fondamentaux ne sont pas identiques. Si on prend par exemple Hirschman, ce n'est pas du tout Pérou. Il est américain hétérodoxe. D'accord? Donc, il me semble que nous devons regarder le panorama un peu à l'échelle planétaire qu'à l'échelle française. Deuxième chose que la spécificité française, à mon avis, compte, c'est le système académique français. Le système académique français, au moins section 05, c'était pour un long moment, longue histoire, de l'agrégation, comme le droit, comme les juristes. Donc, l'offre était séparée de la demande. Les réformes actuelles, que vraiment je regrette, parce qu'il est en train de nous transformer, pas comme un centre de réflexion. La faculté n'est plus vraiment considérée comme un centre de réflexion, mais plutôt des entrepreneurs qui cherchent des sous. D'accord? Donc, je regrette, mais cela veut dire que l'agrégation supprimée, bien sûr, mais on va aller vers une réforme qui rende en fait de plus en plus aussi une sorte de billet des facultés. Et je ne sais pas comment va évoluer le développement. Est-ce qu'on aura en fait les facultés d'excellence par rapport à des facultés pourries pour les sciences sociales? Je ne sais pas, mais je sais bien que c'est quelque chose qu'on a créé, un monstre qui n'est pas ni français, ni américain. Or, il y a quelque chose entre les deux avec un pouvoir discrétionnaire très large pour le président et on a à l'abri en fait de ces décisions si on n'apporte pas l'argent. Et ça concerne toute la science sociale. Donc, on parle dans un contexte assez fragilisé, vulnérable pour les thématiques nobles comme la nôtre, la question de développement. Faut-il, dans ce contexte, introduire certains éléments de bouger, d'avoir la possibilité de rendre la question de développement, et là, surtout en économie, je dirais, avec l'influence de plus en plus de la littérature anglo-saxonne. Et le département d'économie, je vois l'évolution, c'est devenu vraiment une sorte à la trame des Américains. Faut-il trouver des billets, des moyens pour mettre en relief l'originalité de ce qu'on raconte? C'est ça. La grande question pour nous, ce n'est pas parce qu'on a perdu notre identité
c'est comment s'adapter, évoluer avec ce changement double au niveau de l'offre et de la demande, au niveau de la réflexion et des changements. Je pense que ces débats que j'ai beaucoup profité sont vraiment nécessaires. J'espère que ce n'est pas la première et la dernière fois, que c'est le début, mais je pense qu'il faut chercher les entrées pouvant nous permettre, d'une part, utiliser la synergie pouvant exister avec les évolutions, disons, positives dans le discipline, et d'autre part, en racontant ce qu'on a de plus. François Pérou reste encore une étoile, à mes yeux. La notion de domination reste quelque chose de très riche. Mais comment aborder? On a des thématiques comme la prédation. Est-ce qu'on va, ou pas uniquement en apologie de tout ce qui est l'État, on a la société civile. Comment faut-il lier notre thématique à nous avec le mouvement et l'évolution actuelle? C'est la question que je présente. Je pense que le GMDF est concerné et on ne peut pas avoir simplement répété ce qu'on dit sans faire attention à ce qui se passe. Merci. Merci Merdad. Donc, je pense que ça déborde quand même pas mal le champ des économistes, même si tu nous as fait un petit cours résumé très dense. Merci beaucoup sur les évolutions. Je crois quand même, enfin, bien sûr, tu as raison sur le contexte, mais Stéphanie, je crois, disait on est aussi dans un processus cyclique. Bon, là, la longue période et l'expérience des uns et des autres est plus appropriée pour l'évaluer, mais je pense qu'effectivement, il y a aussi des dimensions cycliques, c'est-à-dire qu'il y a des l'État, bon, les institutions, tu as bien redéveloppé la manière dont elles sont prises en compte maintenant. C'est assez cyclique. Et le Pérou, traduit en 2020, peut-être aussi adapté au contexte actuel. Enfin, donc, je ne suis pas sûr, si tu veux, que ça soit Bono, enfin, qu'il y ait une direction prise. La direction prise actuellement se confirme et n'ouvre pas sur plusieurs scénarios dans les années qui vont venir. Bon, je ne sais pas. Je vous laisse réagir. Et effectivement, la question importante, c'était aussi celle de Marc, qui est là, j'espère, sur qu'est-ce qu'on peut stimuler ensuite ou comment est-ce qu'on peut poursuivre cette discussion et cette entrée dans ces questions. Oui, Corinne, bien sûr. Vous avez le micro. Pardon, oui, je vais essayer. Je pense qu'il y a une question, moi, qui me préoccupe, qui est de dire qui parle du développement et pourquoi faire. Je pense que c'est une question qui doit nous préoccuper aussi, parce que le développement, c'est un sujet pour les chercheurs, pour les étudiants, mais c'est aussi un terme qui est utilisé, l'Agence française de développement. Donc, moi, j'étais très, très frappée. J'ai commencé à lire le livre de Philippe Marchesin, grâce à ce que nous a envoyé Jean-Jacques. Et j'étais très, très frappée du passage où il raconte qu'il a interviewé en marge d'un séminaire du ministère des Affaires étrangères des fonctionnaires du même ministère sur le sens qu'ils mettaient derrière le mot développement, et où en fait il disait pour un tiers d'entre eux qu'il s'agissait bien entendu du développement de la France, l'action du ministère des Affaires étrangères. Donc je pense qu'il y a une piste aussi peut-être de réflexion sur qui parle du développement et pourquoi faire, avec quel... Enfin, je ne sais pas si ça vous parle, mais... Qui parle et qui fait. Enfin, oui, qui parle, qui fait, mais... annonce fait. Ouais. Et qui profite. Bah, bien, oui. Ça, quand tu arrives à qui profite, tu as la réponse aux questions précédentes. Ouais. Normalement. Oui, Jean-Jacques, tu voulais... Juste d'abord, merci pour l'exposé de Merdad, là, que j'ai trouvé vraiment très, très, très intéressant et très stimulant, et ça me fait réfléchir, même si je ne peux pas y réagir comme ça tout de suite à chaud. Pour être un peu plus terre à terre, entre guillemets, par rapport à ce que disait Marc, effectivement, il faudrait, et puis Corinne à l'instant,
il faudrait essayer effectivement, mais alors là, il faudrait ouvrir encore plus la réflexion sur qui parle du développement et à partir de quel point de vue. Et bien sûr, questionner quelqu'un, à mon avis, c'est absolument impossible que les collègues, entre guillemets, je dis collègues, de l'AFD ne se posent pas en filigrane dans leur esprit ce que c'est qu'un processus de développement dans un territoire ou un pays ou une région. Enfin, c'est pas possible. Et qu'est-ce qu'ils pensent de tout ça? De même, tous les bureaux associatifs que l'on a en France, l'IRAM, AVSF, le GRET, enfin, vous les connaissez tous mieux que moi, ils sont embarqués, entre guillemets, avec des opérations micro dans des régions, que ce soit du développement du crédit, que ce soit les trois frontières au Sahel, etc. Et vraiment, on ne peut pas, dans leur action, ils ne peuvent absolument pas séparer ce qu'ils font d'une problématique beaucoup plus générale, et notamment se dire, mais comment on en est arrivé à cette situation au Sahel, quoi. Enfin, et donc, je pense qu'il faudrait effectivement avoir cette ouverture de table, un peu de discussion, avec qui porte quel discours à un moment donné sur ces questions de développement. Bon, je veux dire, ça nous aiderait et enfin, moi, je pense que ça serait quelque chose d'utile. Reste que maintenant, je n'ai pas la réponse précise à l'autre question de Marc, c'est sur qu'est-ce qu'on fait maintenant et comment est-ce qu'on organise un petit peu nos réflexions compte tenu de ce que l'on a dit au cours de ces presque 2 heures, quoi. Est-ce qu'il faut poursuivre la discussion? Quelle spécificité on donne, même compte tenu de ce qu'a dit Merdat sur les travaux qu'on pourrait faire au sein du GEMDEV, compte tenu voilà, d'où ça se situe. Je n'ai pas encore d'idée très, très précise sur la finalité que l'on pourrait donner à notre groupe de réflexion, que je trouve pourtant, et je maintiens là-dessus, même si j'avais une vision un peu pessimiste et inquiète, je pense que cette réflexion, elle est nécessaire. Elle me semble tout à fait nécessaire, actuellement. Sans avoir d'idée de comment on va la transformer en un travail plus construit, je dirais, et plus... mais bon. Je crois qu'il y a une ouverture. Vas-y. Et je laisse la parole à Michel aujourd'hui. Je pense qu'effectivement, il y a une ouverture assez tentante là, sur des interventions à partir d'une position, d'un statut ou son biais professionnel. Donc, effectivement, la notion de développement, vue par qui, comment elle est définie suivant les organisations et les domaines d'intervention dans lesquels on se situe. J'étais assez frappé par la sincérité de Jean, là, disant qu'il démarrait son cours sans pouvoir définir le développement. Bon, en économie, Merdat l'a dit, on est plus, entre guillemets, plus raide ou plus étroit, je ne sais pas comment dire, mais moi, quand je démarre mon cours, effectivement, j'ai plusieurs définitions du développement. J'essaie de me limiter à 2 approches pour pas que les étudiants soient trop perdus. Donc, c'est ma définition, en tout cas celle que je leur propose. Et je ne suis pas sûr qu'elle ne soit pas un peu obsolète ou discutable, c'est pas ce que je veux dire. Mais je pense que ce n'est pas la même que pour beaucoup d'entre nous ou d'autres intervenants issus d'autres disciplines ou qui ont d'autres expériences. Et effectivement, cette notion de développement. Alors, Jean-Jacques, tu évoquais l'AFD, Agence française de développement. Aussi, je me suis posé la question et j'ai peur que l'on ait du mal à sortir quelqu'un de chez eux sur ces thèmes-là, parce qu'en gros, c'est devenu une banque, quoi. Et il y a sûrement des gens qui n'ont pas cette orientation professionnelle ou purement cette orientation professionnelle-là, mais je ne sais pas. Je ne suis pas bien sûr que la question du développement soit manipulée, vivante, sollicitée, discutée en interne et que... Bon, je sais pas. Et en tout cas, je pense qu'effectivement, la notion de développement
par les acteurs ou par les praticiens ou par les académiques du développement, avec des interventions de différents profils seraient assez enrichissantes. Et Marc suggérait Nord-Sud, c'est-à-dire d'avoir des intervenants aussi, bien sûr, de pays en développement, ça serait assez judicieux. Mais bon, à voir qu'est-ce qu'on peut faire. Michel, tu voulais prendre la parole, mais il faut que tu rallumes ton micro. Avant que Michel puisse ouvrir son ça micro. Y est, c'est fait. Vas-y, Marc. Non, très rapidement, juste pour rebondir sur ce que vient de dire. Je voulais simplement, sur ce point avant, moi j'ai quelques petites choses à dire, si vous permettez, mais avant, j'ai vu que Marie, avec sa discrétion habituelle, avait levé le doigt. Je pense qu'elle pourra mettre l'accent sur un des groupes actuels de travail du GEMDEV qui correspond bien à ça, c'est-à-dire l'articulation entre science et société, science et autorité, de ce fait, inévitablement. Et peut-être qu'il vaut mieux lui laisser la parole en premier. Moi, je la prendrai volontiers après. Bon, merci Michel. Juste, bon, effectivement, moi j'anime ce groupe de travail là, sur la réflexion entre la confiance entre la science et la société en Afrique. Mais en entendant là, tout ce qui a été dit, moi je fais souvent de la prospective et je me disais, ça serait intéressant. La prospective, elle commence toujours par la rétrospective, donc de faire d'avoir un regard rétrospectif sur l'évolution du sens du développement dans différents lieux, voilà, dans l'école française, mais également aux États-Unis, en Asie, voilà, comment conceptuellement ça s'est passé, et comment le développement serait conçu dans différents contextes politico-socio-économiques. Là, on vient de faire des scénarios, par exemple, sur l'évolution de la confiance entre la science et la société en France. Et donc, on est parti de scénarios de contexte et on voit bien que les relations entre la science et la société, suivant les contextes, vont être complètement différentes dans l'avenir. Et je pense que la question du développement, elle sera aussi extrêmement différente dans l'avenir, suivant le contexte politico-social et économique dans lequel on se trouvera. Et donc, ça pourrait être intéressant d'avoir un débat là-dessus, qui permettrait peut-être de faire ressortir ce que Jean-Jacques appelait les fondamentaux, mais qui peuvent être effectivement différents suivant les régions, et également comment le développement pourrait, est-ce qu'il sera vu plus d'un point de vue économique, d'un point de vue social, etc., suivant les différents contextes. Et c'est un peu c'est vrai que ce qu'on regarde sur l'Afrique, c'est ce que ça montre, c'est que finalement, c'est très lié au contexte général, mais également au contexte local. Je ne sais pas si je suis assez claire. Si, très clair. Alors, je suis perdu dans les prises de parole, là, donc je vous laisse la prendre. Oui, mais puisque tu laisses au plus bavard le soin de l'apprendre, je vais être le plus bavard. D'une part, si vous permettez à un vétéran des vétérans du GEMDEV une première remarque. La première, c'est que j'ai l'impression de retrouver les objectifs premiers et fondamentaux de ce qui a été à l'origine de la création du GEMDEV. Et je pense que sa caractéristique pas assez forte de pluridisciplinarité, parce que les économistes y ont toujours joué un rôle ou une présence un peu trop grande à mon avis, je le suis donc je peux l'affirmer, et que nous avons quand même les moyens, puisque ça rejoint la question relancée par les deux Marc, de poursuivre un travail dans le cadre de ce séminaire, centré sur, en un premier temps, me semble-t-il, l'utilité qu'il y aurait à ce que, à l'intérieur, individuellement pour les participants ou à l'intérieur de quelques équipes ou de quelques groupes, chacun puisse donner, tu dis, je commence par une définition, il m'en faut bien une définition du développement, sur quoi on est parti. Jean-Jacques a essayé de retrouver ce qu'il avait dégagé du GEMDEV d'un certain nombre de publications. Je pense que cette première confrontation de textes écrits, bref,
serait très, très utile. Et bien entendu, on verra là le biais que vous avez tous remarqué, le biais que peut entraîner le fait d'économistes trop centrés sur leur discipline et surtout sur nos débats internes, hétérodoxes autres, contre lesquels le GEMDEV et bien d'autres se sont battus depuis longtemps. Donc, mettre un peu cet affrontement qui est important pour nous dans la discipline, qui rejoint d'autres affrontements plus politiques généraux, mais qu'il faudrait peut-être mettre un peu de côté pour ne pas trop biaiser notre réflexion. Et en ce sens, si Merad pouvait effectivement nous mettre noir sur blanc ce qu'il a dit à propos des États-Unis, ça serait formidable. Donc, ça serait peut-être la première étape. Le deuxième aussi, c'est quel est l'objet de ce développement. J'ai été frappé par l'insistance, j'y suis peut-être sensible à cause de certains groupes de travail qu'on a eu au GEMDEV, sur l'approche territoriale. N'oublions pas que fondamentalement, dans l'histoire, me semble-t-il, le développement était centré au niveau national, macroéconomique pour les économistes, au niveau national ou macropolitique, comme vous voudrez, et que en fait, l'approche territoriale ouvre d'autres horizons, et la confrontation entre les processus de développement de différents types de territoires me paraît particulièrement intéressant sous cet angle. Donc, en termes de premier travail, moi, je verrais assez bien celui-là, de ce premier travail de texte ou d'explicitation de ce que, au début de nos cours, ou quand on en fait encore, ou de nos textes, on rappelle comme définition insatisfaisante, mais de quoi on part, ou de quoi, à travers ces publications pendant 40 ans, le GEMDEV a parlé. Et ça nous permettrait un petit peu d'avancer, étant donné par ailleurs qu'il faudrait un travail de recherche ou de réflexion supplémentaire pour savoir, ça c'est la question, qui parle et au nom de qui. Et là, on retrouverait effectivement inévitablement le sous-jacent souvent escamoté de l'idéologie de départ de ceux qui parlent ou de ceux qui agissent. Merci. Merci Michel. On ouvre des pistes. Marc, tu veux y aller? Oui, un peu toujours dans le prolongement de ce que vient de dire Michel, et puis en écho à, je crois qu'il y avait un consensus pour dire qu'il fallait évidemment élargir la réflexion à d'autres cercles. Bon, j'évoquais moi-même les collègues du Sud, mais l'intervention de Merdad tout à l'heure a été tout à fait passionnante là, sur les approches aux États-Unis. Dans le même temps, ça serait également intéressant de voir au niveau européen, sur le plan académique, qu'est-ce qu'il en est en Angleterre, en Espagne, en Allemagne, en Belgique, etc. Et est-ce que pour avancer, et là, ma foi, grâce à la Covid a permis le recours à la visio qui a ses limites, mais qui a quand même aussi ses intérêts. Et est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer comme l'une des voies pour poursuivre la réflexion, l'organisation d'un séminaire autour de ce questionnement autour du développement, et par exemple, Merdad pourrait développer ce qui nous a brièvement exposé tout à l'heure sur qu'est-ce qu'il en est aux États-Unis, et si on pouvait identifier d'autres collègues donc au Sud, mais aussi dans d'autres pays européens pour partager un peu les points de vue, les états de la réflexion, les états de la connaissance autour de tous ces questionnements. Peut-être qu'après, à voir sur quoi ça pourrait déboucher. Est-ce que ça serait une publication, une manifestation scientifique, mais déjà, peut-être à travers un séminaire, de continuer l'approfondissement de la réflexion autour de tous ces aspects, quoi. Ouais, je crois qu'on ouvre des pistes effectivement très très riches, mais pas forcément très faciles. Et en fait, le point de départ, c'était quand même plutôt l'état des approches sur le développement, c'est-à-dire quelle était la notion de développement qui était manipulée, utilisée, qui mobilisait ou ne mobilisait plus
Et c'était sur cette dimension-là, plutôt en termes d'approche, que quand tu dis état des connaissances, là, c'est une autre démarche quand même. Non, pas état des connaissances, comment dire, en termes de résultats de travaux, état des connaissances par rapport justement aux différences des approches au niveau des termes, qu'est-ce qu'on met derrière les mots. Ouais, alors là, je ne sais pas si Merdat ou d'autres, vous avez les idées, mais je n'ai pas l'impression que ça a été très, très creusé, ça. Enfin, je n'ai pas eu l'impression qu'il y ait Non, mais par exemple, tout ce que un gros disait là-dessus. Norman sur les États-Unis, quoi, c'est hyper intéressant. Et qu'est-ce qu'il en est, encore une fois, par exemple, dans les autres pays européens? Comment le terme développement, il est approché, il est défini ou non, à quoi ça renvoie. Enfin, bon, je ne suis pas économiste, je ne suis pas un expert du développement, mais ça pose question, quoi. Est-ce que là, et même au sein de votre discipline, par exemple l'économie, comment travaillent quelles sont les approches économiques autour de toutes ces questions du développement en Angleterre, en Allemagne, en Espagne, etc. Est-ce qu'on a une spécificité française liée à notre histoire coloniale? Je ne sais pas. Mais on n'est pas le seul ex-pays colonisateur, donc c'est intéressant par rapport voilà, l'Allemagne, l'Espagne, le Portugal, l'Angleterre ont tous des passés coloniaux. Comment ils se démarquent ou non, notamment au sein d'une discipline comme l'économie par rapport à l'approche du développement? Mais peut-être il y a déjà des choses écrites là-dessus. Moi, je suis là, je ne sais pas, mais je trouve que ça serait vraiment intéressant. Oui, Jean-Jacques, je pense qu'on va un peu essayer de boucler. Non, je vais être Non, mais vas-y. très, très, très rapide, hein. Dans cette idée-là, moi, je pense que c'est effectivement ce que tu suggères, Marc, et puis c'est d'une autre manière ce que suggère aussi Michel. C'est très, très stimulant. Après, on n'est pas obligé de chercher l'exhaustivité dans qui parle. On peut faire déjà un petit premier test avec quelques collègues qu'on connaîtrait ici ou là en Europe ou en France et aux États-Unis, etc. Au Canada, bon là, Bernard est bien en place pour ça. Et confronter les regards, moi je crois que ça serait vraiment quelque chose de très, très intéressant. Et il y a un autre regard, moi je l'ai écrit de façon beaucoup trop sibylline dans la petite introduction là. Il y a un courant qui me pose question, sur lequel je n'ai pas du tout d'idée très claire, donc je ne devrais pas dire ça comme ça, mais c'est ainsi. C'est toute la pensée qu'on appelle décoloniale, et notamment tous les travaux de Felwinsar, Hachim Bembe, enfin, etc., qui vraiment, alors là, ils attaquent frontalement la question du développement. Est-ce que, comme certains disent, ils sont plutôt à remettre sur les antidéveloppementistes dont on a cité quelques noms tout à l'heure? Décroissance. Voilà. Ou est-ce que c'est une autre manière de concevoir un processus de développement sur lequel, encore une fois, je m'excuse, je n'ai pas de connaissances suffisantes, mais est-ce que ce sont des courants qui ne mériteraient pas aussi d'être connus de notre part pour au moins en avoir une idée très, très claire? Voilà, ça c'était une autre suggestion, mais ça rentre dans ce qu'a suggéré, me semble-t-il, si j'ai bien compris Michel et Marc, sur de qui va parler de quoi sur le développement, en plus de ce que suggérait Michel, qui n'est pas une mauvaise idée, de dire finalement, faisons l'effort d'écrire en quelques pages, hein, ce n'est pas un bouquin à chaque fois, à quelques pages, ce que développement, comment on a introduit la notion de développement dans nos cours, par exemple. Ça, je trouve que c'est assez astucieux, pourquoi pas, et ça nous permettrait d'avoir un regard en fonction des disciplines. Jean dit qu'il ne sait pas comment il aborde le développement, je ne suis pas persuadé qu'il ne le sache pas. Parce qu'en fait, voilà, etc., etc. Je pense que ça mériterait une mise à plat qui serait peut-être assez féconde entre nous. Enfin, je sais pas. Et ça, c'est faisable, voilà. Alors, pardon, juste pour ajouter, dans la checklist là, des points à discuter sur le développement, il y a aussi
la direction du développement ou les objectifs du développement, on peut les prendre dans l'autre sens. À défaut d'avoir une définition existante, on peut se demander en gros dans quelle direction on voudrait aller ou vers quel objectif. Mais c'est toujours la même question. Hein, qu'est-ce qu'on entend par développement? Et il y a un point que, bon, moi non plus, je ne connais rien à la littérature décoloniale, mais il y a un point que Michel a soulevé tout à l'heure qui me semblait assez important. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure il est explicatif de la situation dans laquelle on est ou du débat qu'on a aujourd'hui. Mais quand tu disais en gros que le modèle occidental, je sais pas comment tu avais évoqué ça, mais le modèle occidental disparaît, il est plus crédible, il ne fonctionne pas. Pour les jeunes en tout cas, hein, il fait disparaître la planète, donc il n'est plus bon du tout. Implicitement, quand même, dans les travaux et les pratiques chez les opérateurs de développement, il y avait quand même, sauf marquage idéologique fort, l'idée implicite, même si on ne l'écrivait pas parce que ce n'était pas toujours politiquement correct, de rattrapage et de suivre un modèle occidental pour l'atteindre un jour, peut-être. Mais ça a toujours été en discussion, hein, Stéphanie, c'est particulièrement, ça a toujours été en discussion, mais c'était quand même une ligne directrice forte. Là, je pense que pour les jeunes générations et par rapport à leur intérêt pour les questions, les masters de environnement et autres, effectivement, le modèle occidental, il est de plus en plus présenté comme faisant sauter la planète, donc pas à suivre. Et donc le développement en termes de direction, d'orientation, en gros, a perdu sa boussole, quoi. Même si pour beaucoup, cette boussole n'avait jamais été très bonne, mais quand même. Donc, je crois que ça interagit avec effectivement des questions plus larges de changement de perception des enjeux contemporains, clairement, quoi. Donc, on revient à ce que tu disais, Jean-Jacques, initialement, sur la concurrence développement-environnement. Et je pense qu'en fait, c'est plutôt un périmètre, plutôt des dimensions qui s'ajoutent et qui se combinent. On peut peut-être effectivement s'arrêter là, à moins qu'il y ait d'autres interventions, et puis on va un peu réfléchir à la manière dont on peut poursuivre ce chantier, je ne sais pas si le terme, mais bon, ces travaux qui sont assez stimulants quand même. Hein, si ça vous va. Sans que pour l'instant, moi je vote soit très oui. clair. Oui, pour le principe de poursuivre la discussion. Franchement, je ne sais pas, à moins que les autres ne soient pas... Mais moi, j'ai une question, c'est que il me semblait avoir vu qu'à la suite du CA, donc prévu au mois de mai, si j'ai bien compris, il y aurait un séminaire qui se rattacherait au travail qu'on commence. Alors, au stade où on en serait, quelle forme ça peut prendre? Est-ce que ce serait un bilan d'étape? Enfin, je ne sais pas, mais parce que là, j'ai quand même l'impression qu'on engage un travail d'assez long terme, sur au moins un an. Donc voilà, qu'est-ce que dans 2 mois, 2 mois et demi, on sera en mesure de présenter? Est-ce que c'était l'idée dans l'ordre du jour, donc, de cette journée du CA? Oui, Jean, vas-y. Non, pardon. Non, mais pour te répondre, Stéphanie, effectivement, c'était une éventualité qui a été envisagée, qui pouvait permettre de passer à une autre échelle et de diffuser ces travaux initiaux, mais c'est tout à fait conditionnel pour l'instant, donc on n'a pas de réponse claire encore à ce positionnement d'un séminaire public post-TA pour l'instant. C'est une idée, mais elle n'est pas encore, pardon, elle n'est pas encore confirmée ni précisée. Moi, je pense que ça serait bien de maintenir l'idée. Oui, non, mais je ne dis pas le contraire. C'est quand même la réflexion de base. On arrête, ça fait 2-3 ans qu'on se dit que va devenir le GenDev en s'intéressant aux questions institutionnelles. C'est vrai que la question du développement, donc lancer, mais voilà, sous forme de plus de pistes de réflexion, bien sûr pas quelque chose abouti, mais je pense que lancer la discussion au niveau du CA, c'est une très bonne chose.
Oui, moi je suis tout à fait d'accord aussi. Je trouve que ça serait dans cette idée un peu aussi qu'on a de souci d'une redynamisation du GenDev, d'engager un débat collectif avec tous les membres du CA hors du déroulement même du CA qui reste quelque chose d'un peu formel, mais dans une seconde partie séminaire, de faire part de l'état de la réflexion, des pistes qui sont envisagées, de faire réagir les membres du CA. Moi, je trouve que ça participerait bien, je pense, à ce souci qu'on a de trouver les voies pour redynamiser le GenDev. Et là, ces questions autour du développement, bon, bah, c'est complètement transversal de manière plus ou moins comment dire, direct à tous les équipements du GenDev. Ça interroge tout le monde nécessairement. Moi, je suis bien d'accord. Moi, je ne discutais pas la pertinence, c'était plutôt la faisabilité. Attends 2 mois, quoi. Ce peut être une bonne incitation à faire ce qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire que certains d'entre nous, des petits groupes ou des équipes, produisent sur la base de la synthèse et du compte-rendu de cette première réunion les brefs papiers qu'on évoquait. Ça donnerait un matériau pour relancer la discussion le jour de ce séminaire élargi qui a pour but, comme vous l'avez dit, c'est du moins ce que j'avais retenu des CD, d'élargir le plus possible cette discussion fondamentale à l'ensemble des membres du GEMDEV, donc à une bonne partie des représentants au conseil d'administration et à tous ceux qui voudraient s'y ajouter. Bon, bien sûr, ça implique, comme toujours, un peu d'organisation et de préparation, mais surtout, ça implique d'avoir les textes de départ qu'on évoquait. Donc, on n'a plus qu'à se mettre au travail, quoi. Et moi, en tout cas, effectivement, par rapport à ce que dit Michel, s'il peut y avoir ce type de production d'écrit, mais il me semble qu'à partir déjà des textes existants, de quand même la richesse de tous les échanges qu'on a eus aujourd'hui, il y aurait vraiment matière à 2 ou 3 voix, vous puissiez introduire ce débat lors du séminaire. Donc, pour faire écho à Marc, à ta question sur la faisabilité, ça me semble tout à fait faisable. Ouais, non, mais je pense que c'est une bonne direction à prendre. On va voir ensuite ce qu'on peut faire. Bien, on s'arrête là, provisoirement, bien sûr. Oui. Avant de poursuivre, sous une forme qui sera définie prochainement. En tout cas, merci beaucoup. Moi, je trouve qu'on a effectivement tous, on a vraiment beaucoup de choses à dire et à croiser surtout. C'est là que l'intérêt d'une structure comme le GenDev est assez précieuse. Pouvoir combiner des interventions et des expériences plurielles. Et ça serait très, très bien si on pouvait d'ailleurs avoir une pluralité plus large, en particulier en termes d'âge. Mais bon, ce n'est pas forcément évident. Mais bon, si on peut mobiliser quelques-uns de nos plus jeunes collègues, ce serait bien. Oui, parce que trouver plus vieux, ça va devenir difficile. Mais... Moi, j'ai démarré jeune au GenDev, mais je ne peux plus vraiment rentrer dans cette catégorie-là. Donc, bon, voilà. Ce serait bien d'enrichir le... Mais non, tu es toujours jeune, Marc. Merci, toi aussi. On s'arrête là, puisque ce type de test commence à dégénérer. Donc, merci à tous et à bientôt. Allez, bye bye. Merci à Flore pour l'organisation. Merci. Au revoir. Au revoir.